et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Hassan Saline. Il est président du comité d'évaluation des politiques publiques au Conseil national de transition. Bonjour. Bonjour, Doba. Oui, président Hassan Saline, vous avez eu à participer au dialogue national inclusif et souverain. Oui. S'il y a lieu à demander votre avis par rapport à votre participation à cette grande messe qui a réuni au moins les forces vives de la nation. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur le dialogue national inclusif et souverain. D'abord, je remercierai les hautes autorités pour avoir autorisé cet événement. C'est un événement de taille, parce qu'après la conférence nationale souveraine, aujourd'hui, c'est le dialogue national inclusif qui vient un peu peut-être voler la vedette à cet événement. J'ai effectivement participé de bout en bout au déroulement de ce dialogue, mais il faut se dire déjà que jamais le Tchad n'a eu à préparer un événement de cette nature-là pendant un an. Pendant un an, le CODNI qui a été mis en place pour préparer cet événement a travaillé d'arrache-pied et a produit des documents qui sont vraiment des documents exceptionnels. Au niveau du dialogue même, je pense qu'on a commencé, tout début étant difficile, on a commencé par des balbutiements. Mais quand les travaux en commission ont commencé et les travaux en plénière ont commencé, je pense que le dialogue a pris vraiment son envergure et tout s'est très bien déroulé. Moi, je dis simplement que vraiment, c'est un événement quand même assez important et Dieu nous a aidés, tout s'est passé dans de bonnes conditions. L'ambiance était vraiment plus importante. Ce n'était pas une ambiance comme celle de la conférence nationale souveraine où les gens quittaient la salle, ils revenaient, ils s'insultaient. Oui. Non, cette fois-ci, je pense que les choses se sont bien déroulées. Le présidium a été aussi à la hauteur. Je pense que les choses sont passées quand même très très bien. Et même pour la mise en œuvre, nous commençons déjà par enregistrer quand même des choses qui sont importantes parce que... Lesquelles par exemple? Le garant même de ce dialogue-là, au sortir seulement de la salle où il est allé pour clôturer, à son retour, il a nommé le président du présidium comme secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. C'est une récompense? Non. À mon avis, c'est la volonté de pouvoir exécuter les résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Moi, je vois ça de cette manière. Si on voulait récompenser, on pouvait le récompenser avec une ambassade ou, je ne sais pas, un autre poste où il pourrait dormir tranquillement. Donc, moi, je pense que, et après ça, je pense qu'il y a eu la mise en place du gouvernement. Là aussi, j'ai constaté que le gouvernement a été quand même d'un certain niveau. C'est-à-dire que vraiment, le niveau du gouvernement a été élevé. Et pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de fausses notes. Et nous estimons que le dialogue national inclusif, avec toutes ces recommandations, va être exécuté. Avec, bien sûr, les organes qui seront mis en place post-dialogue. Toutes les forces vives sont représentées, puisque depuis que ce gouvernement a été mis en place, nous n'avons pas tout enregistré des réactions. Si vous voulez, il n'y a pas eu de réactions vraiment très, très négatives. Contrairement aux autres gouvernements qui, à chaque fois, quand on met en place un gouvernement, tout de suite, on essaie de dire des choses qui ne cadrent pas. Et à mon avis, pour ce gouvernement, je pense que pour l'instant, il a encore la confiance, en tout cas, des 1500 participants du DENIS. Vous avez participé au dialogue national inclusif et souverain et vous étiez aussi vice-président de la commission thématique politique publique et sectorielle. Oui. Et en même temps, vous êtes au niveau du Conseil national de transition comme président du comité d'évaluation des politiques publiques. Alors, quel a été d'abord votre apport au sein de cette commission thématique? Bon, il faut se dire que c'est par souci de regarder, de voir ce qui se passe. Parce que dans tous les cas, nous, au niveau du Conseil national de transition, nous contrôlons l'action gouvernementale. Et pour contrôler l'action gouvernementale, il faut bien la connaître. C'est pour cette raison que j'ai voulu, j'ai tout fait pour être dans le bureau de la thématique 4, politique publique sectorielle, où j'étais même le vice-président. Nous avons travaillé d'arrache-pied et je vous assure que sur les 884 recommandations que nous avons eu à faire, c'était des recommandations de taille. Pour un État, c'est ça, c'est l'exécution de ces recommandations-là qui font qu'un État marche
ou qu'il ne marche pas. Et généralement, avec le politique, ça peut même être un contrat qui doit lier les populations, les forces vives aux hautes autorités de l'État. Les hautes autorités de l'État diront simplement à ces forces vives-là de nous voter. Nous allons être vos dirigeants, mais si nous sommes vos dirigeants, voilà ce qu'on va exécuter comme charge, et pour que vraiment, en termes de politique publique, que tout le monde puisse avoir son compte. Les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin de boire, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de s'habiller, les gens ont besoin de travailler, donc avoir l'électricité. Les gens ont besoin vraiment qu'il ne leur manque rien en termes de politique publique. Donc, vous voyez l'importance, en tout cas, des politiques publiques. Mais nous, au niveau du Conseil national de transition, nous avons veillé à ce que ces aspects-là se passent très, très bien. D'ailleurs, les débats ont été houleux. Les plénières, au niveau même des commissions, ont été vraiment très, très intéressants. On a travaillé quelquefois jusqu'à 1h du matin. Et à la plénière même du DENIS, je pense que là-bas aussi, il y a eu beaucoup de questions. Donc, vraiment, nous sommes très, très satisfaits, édifiés. Et nous allons suivre donc correctement ce qui se passe dans le domaine de l'exécution des différentes recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Mais comment entendez-vous traduire ces différentes résolutions et recommandations prises dans cette sous-commission thématique au niveau du comité d'évaluation des politiques publiques? Nous avons déjà ça. Nous savons qu'en termes de politique publique, voilà les politiques qui sont là, mais c'est une question d'évaluation. Il va falloir déjà que le gouvernement d'Union nationale de transition qui est mis en place, puisse avoir son cahier de charges, que chaque ministère puisse traduire ce cahier de charges-là en action pour son département. Mais nous allons suivre. Je disais déjà dans une des émissions qu'on a faites ici que nous, pour l'instant, la première évaluation que nous allons faire au niveau du Conseil national de transition, c'était concernant l'alimentation en eau potable des populations et assainissement. Mais où en êtes-vous, monsieur? Nous avons déjà fini avec les termes de référence. Nous attendons simplement d'avoir les moyens et nous allons le commencer absolument à partir de l'année prochaine. Nous avons eu comme impression lors de ce dialogue, les esprits se sont beaucoup plus focalisés sur des questions politiques. Ouais. Les questions d'ordre sociétal ont été occultées. Pensez-vous réellement que ces questions seront-elles prises en compte? Parce que le besoin de la population, comme vous le dites, ce n'est pas les grandes institutions de la République, qui est président de la République, qui est le président du Conseil national. Ce qui intéresse la population, c'est le minimum vital. Oui. Mais comment répondre aux besoins de la population à travers toutes les résolutions et recommandations prises à ce dialogue national inclusif? Ça, c'est la mission du gouvernement. Et nous devons veiller à ce que cette mission-là se déroule correctement. Et le gouvernement, pour qu'il s'assure en tout cas de la réalisation de ces actions, c'est d'abord déjà par sa mise en place. Si les gens qui sont là sont des gens responsables, si c'est des gens compétents, il va falloir qu'ils se mettent au travail et nous allons les juger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que tout le monde a su que les questions qui ont le plus pris de temps, c'est des questions justement des politiques publiques sectorielles. Les questions sociétales, les questions de droits et de liberté, les questions, je ne sais pas, de paix et tout ça, trouveront leur solution. Parce que ça, c'est une question de volonté, de mentalité aussi. Mais en ce qui concerne les politiques publiques sectorielles, c'est vraiment des actions concrètes sur le terrain. Les gens, ce n'est pas le langage, ce n'est pas la politique, ce n'est pas vraiment les discours qui vont les faire taire. Quand il n'y aura pas l'électricité, les gens continueront à parler de ça. Quand il n'y aura pas à manger, quand il manquera en tout cas de nourriture au marché, ou bien quand les prix vont être trop chers, les gens continueront à parler. Donc quand il n'y aura pas de routes, les gens vont continuer à parler. Les politiques sectorielles se contrôlent elles-mêmes. Et nous allons donc suivre le gouvernement sur les actions qu'il va faire par rapport à ça. Après ce dialogue national inclusif et souverain, on fait face déjà aux inondations. Est-ce que ce n'est pas un défi pour le gouvernement? C'est un très grand défi. C'est un très grand défi pour le gouvernement dans la mesure où c'est un événement, c'est vrai. Je pourrais dire que là, il s'agit vraiment d'une catastrophe naturelle. C'est un cas de force majeure. Nous n'avons jamais vu un tel événement depuis 1961. Donc 1961, et aujourd'hui, nous sommes en 2022. C'est une crue, quand on parle de cette crue, c'est une crue soixantenaire.
C'est-à-dire une crise qui peut arriver tous les 60 ans. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu des choses comme ça. Mais on nous a toujours dit que N'Djamena était vraiment une vallée. Et aujourd'hui, on le constate, parce que l'eau arrive. Ce qui a manqué au gouvernement, c'est la prévention. Les services de météorologie, où sont-ils? Ils auraient dû nous prévenir. Les gens auraient dû prendre les dispositions bien avant. Non, mais le service de météorologie a prévu, monsieur. Oui, mais à mon avis, je constate tout simplement que les gens ont été surpris dans leur demeure. Non, mais on a tendance toujours à faire le médecin après la mort au Tchad. Oui, ça aussi c'est vrai. Oui. Mais je pense qu'il faut que les gens mettent beaucoup plus l'accent sur la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir, ça on le dit. Et c'est ce qui a manqué. Sinon, à mon avis, ça c'est un événement qui est arrivé, qui arrive tous les 60 ans et qui est arrivé cette fois-ci. Et en principe, nous devons prendre nos dispositions pour le contenir. Maintenant, qu'attend faire le comité d'évaluation des politiques publiques face à ces inondations? Bon, face à ces inondations, le comité d'évaluation des politiques publiques ne fait que constater et prendre en compte cette donne pour l'avenir. Pour l'avenir. Parce qu'en ce moment, regardez, des quartiers entiers sont en train d'être déplacés. C'est des actions de terrain. C'est lorsque le gouvernement ne prendra pas ses responsabilités ou laissera les gens mourir ou bien en tout cas vivre dans l'eau que le comité d'évaluation des politiques publiques va peut-être se mettre à interroger un membre du gouvernement sur ça, si la gestion n'a pas été bonne. Mais pour l'instant, nous constatons que le gouvernement est en train de se battre vraiment pour essayer de sauver la population. À la conférence nationale souveraine de 1993, ont été sortis 101 mécanismes d'évaluation et de suivi des recommandations et résolutions prises à cette conférence nationale souveraine de 93. Mais aujourd'hui, au dialogue national inclusif et souverain de 2022, il est mis sur pied le mécanisme de suivi et d'évaluation des résolutions et recommandations prises à ces assises. Oui. Quels seraient donc vos rapports avec cette structure, notamment le mécanisme de suivi et d'évaluation? Oui. Hein? Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Déjà, c'est déjà une avancée par rapport à la conférence nationale souveraine, où vraiment aucun mécanisme n'avait été mis en place. Et 6 mois après, on constate simplement que les résolutions et les recommandations de la CNS n'avaient pas été exécutées. Beaucoup ont parlé. On a continué comme si rien ne s'était. Mais cette fois-ci, il y a un mécanisme de suivi et d'évaluation de l'exécution des recommandations et résolutions. Je pense que c'est une très bonne chose. Et avec cet organisme-là, nous travaillerons en étroite collaboration. Parce que nous, au niveau du Conseil national de transition, nous nous occupons en tout cas de l'évaluation des politiques publiques sectorielles. Et ici, et comme on a participé au DENIS, nous allons être intéressés par l'exécution des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif. Et quand on va se rendre compte que ce mécanisme-là, après ça, montre des rapports qui indiquent vraiment un avancement qui n'est pas satisfaisant, ah oui, le Conseil national va se saisir et certainement il y aura des interpellations et même des enquêtes. Oui, mais des enquêtes, vous avez eu à initier des enquêtes, oui. Mais jusqu'à présent, où en sommes-nous? Mais vous savez, il y a le contexte. Qu'est-ce qui vous a manqué? Nous allons toujours dire que vous allez. Mais concrètement, sur le terrain, on ne voit rien. D'accord. Déjà, rien que pour l'année dernière, où nous sommes des conseillers, en réalité, nous sommes des conseillers nationaux de transition. Bon, même si dans l'appellation, nous sommes appelés seulement conseillers nationaux. Mais avec ça, nous avons travaillé, d'abord, tous les textes qui étaient nécessaires pour que la transition se fasse ont été vraiment passés correctement au niveau du Conseil national de transition. Et par la suite, je pense qu'il y a eu une enquête parlementaire qui avait été retenue. Mais elle n'a pas été opérationnelle pour la simple raison que le contexte ne s'y prêtait pas. C'était par rapport aux travailleurs, en tout cas, travailleurs avec les entreprises chinoises. Là. Ça, je pense qu'elle est encore d'actualité et le moment venu, cette enquête va être sur le terrain. Je pense que le second point, c'est peut-être qui arrivera dans les jours ou dans les mois qui arrivent, c'est la situation qui a été créée à Mangalmé. À Mangalmé, ce conflit a fait plus de 100 morts. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on croise les bras. Il faudrait qu'on en parle. Et si nécessaire, il faut qu'on crée une commission d'enquête parlementaire pour en savoir un peu plus. J'ai déjà initié une correspondance pour interpeller
3 ministres. Et si avec les réponses que les 3 ministres vont nous donner, si les réponses ne sont pas satisfaisantes, il y aura une résolution qui va aller vers le sens d'une enquête parlementaire. Voilà. Une autre question, Président. Oui. Lors du dialogue national inclusif et souverain, les participants ont également mis l'accent sur le processus électoral. Vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous suggérez pour qu'il n'y ait pas, pour revenir à l'ordre constitutionnel afin d'organiser les élections dans de très bonnes conditions? Vos suggestions en tant qu'acteur politique? Je pense qu'aujourd'hui, en termes de démocratie, le Tchad a quand même une expérience. Et en termes d'élections aussi, nous n'avons pas d'inquiétude. Les hommes politiques, généralement, pour qu'ils s'entendent aussi, reconnaissent quand même qu'il y a certains mécanismes qui leur facilitent la tâche. Par exemple, la fois dernière, il y avait un CNDP, un comité comme ça, qui a fait que les hommes politiques se sont entendus. Ce qui est important, c'est surtout sur le code électoral et la mise en place de la CENI. Sur ces 2 aspects-là, si les gens s'entendent, je pense que le programme il est clair. Et cette transition de 2 mois, de 2 ans, d'ailleurs ne concerne en grande partie que les élections, parce qu'il y aura des affaires courantes qui vont être continuées, bien sûr, mais le plus important, c'est les élections. Donc moi, je suis optimiste et je sais qu'avec l'expérience que nous avons, il n'y aura absolument pas de problème à ce que dans les 2 ans qui arrivent là, que des élections se fassent et des élections transparentes. Est-ce que nous avons quand même les moyens? Est-ce que nous comptons sur nos partenaires? Justement, la question des moyens, c'est là où je voudrais dire que le gouvernement qui est mis en place doit très rapidement mobiliser les moyens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, à travers le ministère des Finances, qui doit être très performant. À l'extérieur, à travers soit une table ronde, soit une conférence, pour avoir vraiment les moyens. Parce qu'il y a un cahier de charges qui a été déjà voté par le DENIS, mais ce cahier de charges a un coût. Ce coût-là, il faudrait absolument que les moyens pour l'exécuter viennent en tout cas de l'État, à travers justement les ressources internes et avec les partenaires. Il faut se mettre au travail, il ne faut pas dormir. Quand le président de transition, qui est garant du DENIS, a quitté le palais, le soir seulement, il a signé le décret pour mettre en place, pour nommer le président du Présidium comme ministre d'État et secrétaire général de la présidence. C'est la volonté d'aller justement dans le sens de l'exécution des décisions du DENIS. C'est clair. Il faut se mettre au travail. Si quelqu'un ne travaille pas, il faut le dégager. Pour l'instant, on a bien commencé et allons pas à pas, suivons. Lorsque quelque chose ne va pas aller, il faut que très tôt, que ça soit rectifié. Et si on avance de cette manière, on réussira. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Chaque ministre va se mettre au travail et il doit faire en sorte que pour son département, que vraiment les choses soient plus claires en essayant de résoudre dans la mesure du possible et surtout avec l'appui en tout cas du gouvernement. C'est ça. Les conflits agriculteurs-éleveurs n'ont pas été aussi occultés au cours de ces assises. Ça, c'est le côté où je suis vraiment très très amer. Parce que ça nous fait pas moins de 10 à 12 conflits intercommunautaires ou agriculteurs-éleveurs qui ont commencé avec la transition et qui ont marché ensemble. Et même pendant qu'on était au dialogue, il y avait encore 2 événements, celui de Kiabé et celui de Mangalmé. Et je vous dis que celui de Mangalmé dépasse de très loin les autres événements. Et c'est pour cette raison que celui-là fera l'objet d'une enquête parlementaire, s'il plaît à Dieu, pour que tout le peuple tchadien sache qu'est-ce qui s'est passé exactement. Moi, je pense qu'il y a même peut-être une main étrangère, c'est possible. Parce que la manière dont les choses ont été faites là, c'était pas notre manière en tout cas de nous battre. Ce n'était pas ça. Voilà. Et s'il y a aujourd'hui lieu à bénéficier de vos expériences en tant qu'ex-gouverneur dans la gestion des conflits? Écoutez, quand j'étais gouverneur, je vous assure que je ne dormais pas. Et je faisais en sorte que quand un feu s'allume quelque part, même si c'est à 1h du matin, je l'éteins. Je l'éteins. Et je suis avec ceux qui sont prêts pour partir même à 1h du matin. Et je vous assure que la province du Maï-Kébi-Ouest est une province bien compliquée. Mais pendant tout le temps où je suis resté là-bas, je n'ai pas donné l'occasion à ce qu'il y ait des conflits intercommunautaires ou des conflits agriculteurs.
Une fois, on allait être même pris parce que un jeune éleveur est allé tuer une femme enceinte. Assure que tous les villages étaient en effervescence. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons maintenu la sécurité et nous avons promis à ces gens-là que nous allons arrêter cet éleveur-là. Et effectivement, nous l'avons arrêté, nous l'avons présenté à la télé et il était incarcéré. Et c'est comme ça qu'on a éteint le problème. Sinon, toute la province allait s'embraser. Mais quelquefois... Mais je pense que c'est une question d'homme. Moi, je dis honnêtement, si on a des hommes responsables dans les gouvernorats, dans les départements, dans les sous-préfectures, et si les chefs de canton eux-mêmes s'y mettent, nous ne devons pas craindre en tout cas ces conflits-là. Ces conflits-là doivent vraiment s'éteindre. Il faudrait à ce niveau-là que le gouvernement prenne une décision très forte. Si jamais il y a un conflit quelque part, tous ceux qui sont autour ne doivent plus continuer à travailler pour l'État. Il faut qu'ils laissent la place aux autres. Mais quelquefois, ce sont les acteurs politiques qui sont à l'origine de ces conflits. Oui, c'est pour ça. Ils tirent les ficelles à distance. Oui, c'est pour ça que quand pour certains on va aller vers des enquêtes parlementaires, je pense que le gouvernement sera mis devant ses responsabilités. Et ces gens-là, quand ils verront qu'il y a des sanctions exemplaires contre une province, contre les responsables d'une province, je pense qu'ils arrêteront. Ils arrêteront. On a vu combien de personnes ont été arrêtées et lâchées. Ça maintenant, c'est un autre problème, c'est le problème de la justice. Ça, c'est le problème vraiment que nous sommes en train... Tout le monde a crié la justice, la justice, la justice. On a une prison de haute sécurité à Kouroutour, mais cela ne suffit pas. Quelquefois, les gens sont amenés là-bas et une semaine après, ils se volatilisent. C'est dommage. Effectivement, la corruption a été aussi... Ça fait partie des problèmes que nous devons chercher à résoudre dans la transition, pendant la transition. Oui, peut-être une dernière question. Nous sommes en période de transition, comme vous le dites, une période de transition rythmée avec les conflits agriculteurs-éleveurs et un peu plus loin les inondations. Aujourd'hui, si vous avez par exemple un message à adresser au gouvernement et ses partenaires, quel serait donc votre message en tant que président du comité d'évaluation des politiques? La première des choses, je demanderai au gouvernement d'acter cette catastrophe naturelle, parce qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, ce n'est pas un événement ordinaire. Et quand il s'agit d'une catastrophe naturelle, un cas de force majeure, on peut faire appel à des donateurs pour aider le pays à se relever. Ça, c'est ce qui reste à faire. Ça, c'est à faire immédiatement. Deuxièmement, je pense que tout le monde doit se mettre au travail. Tout le monde doit se mettre au travail. Et je pense qu'au sortir, en tout cas, de cette situation-là, pour l'avenir, les gens se prépareront mieux. C'est tout ce que je peux dire. Et l'appel que je voudrais lancer, c'est surtout à l'endroit du gouvernement. Très rapidement, il faut acter la catastrophe naturelle. Et il faut réunir, en tout cas, des bailleurs, faire une conférence ou une table ronde pour exiger à ce que, vraiment, on assiste cette population-là, dans un premier temps. Ça peut être cumulé avec le coût des recommandations et résolutions du DENIS pour la période de transition. C'est un gros travail qui attend le gouvernement. D'accord. Monsieur le Président du comité d'évaluation de politique publique du Conseil national de transition, nous avons eu à débattre des différents sujets liés au dialogue national inclusif et souverain. Nous tenons vivement à vous remercier d'être passé. Merci à vous aussi, parce que, à vous de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer en tant que président du comité d'évaluation des politiques publiques. Et je souhaite pour notre pays, je pense que les gens au niveau du dialogue avaient même prévu qu'il y ait un organe de ce genre-là, un correspondant du comité d'évaluation des politiques publiques au niveau du gouvernement. Je pense que cette question est passée sous silence, mais elle était très très importante. Il faudrait qu'il y ait un organe qui puisse évaluer ce que le gouvernement est en train de faire de jour en jour ou de mois en mois. Et comme ça, nous allons simplement compléter. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous venons de recevoir sur ce plateau Hassan Saline. Il est président du comité d'évaluation des politiques publiques au Conseil national de transition. Au revoir et à la semaine prochaine.